Pourquoi a-t-on sûrement perdu 50 ans sur la bataille du climat au niveau international? Vous ne le savez peut-être pas, mais le premier sommet de la Terre a été organisé par l'ONU en 1972 à Stockholm, après de premières alertes scientifiques sur le dérèglement climatique et les enjeux écologiques. À ce moment-là, les dirigeants du monde étaient conscients du risque et en discutaient. Et pourtant, 50 années plus tard, en 2022, les émissions de gaz à effet de serre ne montrent aucun signe de diminution globale et nous battons des records d'émissions et de température presque chaque année. Alors que s'est-il passé depuis 50 ans pour que, malgré des centaines de sommets, de conférences, de traités et de conventions, le dérèglement climatique, les pressions sur la biodiversité ne cessent de s'aggraver? Pourquoi, alors que depuis 50 ans, les effets du changement climatique sont connus, documentés chaque année avec plus de précision, l'action politique et internationale n'a pas été à la hauteur de ce défi existentiel pour l'humanité. Alors que s'achève la COP27, qui a accueilli un nombre record de lobbyistes des énergies fossiles, j'ai tenu à inviter Christophe Bonneuil, historien des sciences, pour comprendre notamment comment les lobbies des industries fossiles ont fabriqué le doute sur le changement climatique et empêché la mise en place d'actions ambitieuses, le tout au nom du profit plutôt que de la vie. Christophe Bonneuil, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors, je vais vous présenter rapidement. Vous êtes historien des sciences, directeur de recherche au CNRS et enseignant à l'École des hautes études en sciences sociales. Votre dernier livre, Nous avons mangé la Terre, l'événement anthropocène, qui a été coécrit avec Jean-Baptiste Frézoz et Jean-Robert Vialet, a été publié au Seuil en octobre 2022. Vous travaillez sur les transformations des rapports entre environnement, savoir et société depuis le 19e siècle, et notamment justement sur le rôle des industries fossiles dans la bataille du climat. Et vous dirigez l'excellente collection Anthropocène, dont j'ai reçu plusieurs auteurs sur ce plateau aux éditions du Seuil sur les enjeux écologiques planétaires. Alors, pour commencer, en juin 2022, vous avez publié une tribune dans Le Monde qui explique que la réduction du poids des énergies fossiles et de leurs effets néfastes sur le climat a été inscrite à l'agenda politique dès 1972, mais que les multinationales fossiles ont orchestré de grandes opérations de déni climatique et de lobbying pour empêcher une action climatique ambitieuse qui irait à l'encontre de leurs intérêts. Vous concluez cette longue tribune avec cette phrase: « S'il y a une leçon de l'histoire environnementale à retenir ici, c'est bien que la connaissance n'est pas une condition suffisante à l'action. » Donc avant d'entrer dans le détail, moi j'aimerais que vous expliquiez en quelque sorte cette phrase pour les personnes qui ne connaissent pas l'histoire environnementale. Si on devait résumer très rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça peut paraître un peu paradoxal de dire la connaissance ne suffit pas, parce que c'est vrai qu'on est entouré en ce moment de discours de l'éveil écologique. Avant, on ne savait pas, on a abîmé la planète sans faire exprès, maintenant on est en train de prendre conscience, on a déjà fait la moitié du chemin puisque maintenant on sait. Le problème, c'est que ce récit a tendance d'une part à être faux historiquement. On a tendance à gommer toutes les alertes du passé, toutes les batailles, toutes les luttes politiques du passé autour de questions environnementales ou socio-écologiques. Oui, se dédouaner en se disant qu'on ne savait pas. On ne savait pas, alors qu'en fait, il y a une histoire très très longue des alertes et des luttes socio-écologiques. Que, par exemple, il y a des théories du changement climatique au XVIIe, XVIIIe siècle, autour du cycle de l'eau, de la déforestation qui pourrait réchauffer et dessécher le climat. C'est le travail de Jean-Baptiste Frézoz et Fabien Locher dans un livre qui s'appelle « Les révoltes du ciel » et où on voit qu'il y a des débats dans la République des lettres et dans les milieux politiques. On en parle au Parlement. On a peur d'avoir transformé le climat au début du 19e siècle. Et du coup, on se dit, ah, mais peut-être que le charbon va nous sauver. On va creuser sous la terre une énergie fossile pour protéger nos forêts. Et donc, on peut déjà se raconter l'histoire qu'on est sur le bon chemin du développement durable en évitant le principal problème socio-écologique de l'époque, parce qu'il y a aussi des luttes sociales, des appropriations des forêts, des batailles de villageois pour défendre leurs communs à ce moment-là, autour des forêts. Il y a une pénurie de bois, le prix du bois est cher. Et donc, le recul des forêts de moitié entre le XVIe et le début du XIXe siècle en Europe occidentale, c'est un problème social et c'est un problème écologique. Il y a des théories du changement climatique global, elles sont prises même dans des imaginaires colonisateurs. Et donc, ça serait une erreur de dire avant on savait rien, on a abîmé la planète sans faire exprès, et maintenant on sait parce que ça dépolitise le passé, et chaque fois qu'on dépolitise le passé, on dépolitise le présent en même temps.
en se donnant l'impression que c'est juste un problème de connaissance, que si tout le monde prend conscience, même les entreprises vont prendre conscience, même Poutine va prendre conscience et tout le monde va se mettre d'accord autour de la table et raisonnablement, on va aller vers la reconnexion avec la planète. Donc il y a cet imaginaire comme ça que le savoir réunit tout le monde, qui a tendance à nous faire oublier qu'il y a des intérêts différents, qu'il y a des asymétries sociales, qu'il y a des rapports de domination, de classe, de genre, qui ne s'arrêtent pas avec l'urgence climatique, malheureusement, et qui fait qu'on ne peut plus poser la question écologique uniquement comme un problème de prise de conscience, mais comme un problème de travail sur les institutions, les bifurcations, les rapports de force, les révolutions écologiques. On peut même aller au-delà de la question de la transition. On voit bien aujourd'hui qu'il y a des multinationales fossiles et des grandes entreprises qui polluent énormément, qui sont conscientes du dérèglement climatique et qui vont faire du greenwashing, qui vont le récupérer de manière à inventer leur propre récit pour que ça rentre dans cette espèce de prise de conscience globale, mais qui n'agissent pas vraiment. Et d'ailleurs, justement, sur ces questions-là de la connaissance, je pense qu'on n'a jamais été aussi informé sur l'urgence écologique actuelle. Et pourtant, on a appris récemment, grâce au calcul de plusieurs ONG, que pendant cette COP27, donc qui se tient à Sharm el-Sheikh en Égypte, il n'y avait jamais eu, il y a eu un nombre record de lobbyistes des énergies fossiles, donc 636 personnes qui défendent le charbon, le pétrole et le gaz, donc c'est 25% de plus de lobbyistes qu'au moment de la COP26, et c'est plus, et c'est ça qui est complètement dingue, c'est plus que n'importe quelle délégation nationale, à part celle des Émirats arabes unis. Donc du coup, pour vous, qu'est-ce que ça raconte aujourd'hui? Est-ce que ça montre que l'histoire est amenée sans cesse à se répéter ou que les lobbies fossiles, en fait, n'ont pas du tout perdu de leur puissance? Oui, c'est vraiment frappant parce que du coup, j'ai regardé combien il y avait de lobbyistes de l'industrie pétrolière en 1990 à la réunion du GIEC en mai 90 où s'est discuté et négocié la version finale du premier rapport du GIEC. Il y avait 11 représentants de l'industrie pétrolière. Qui ont essayé de transformer le texte, de rajouter des incertitudes partout, qui ont bataillé à cette époque-là déjà, mais ils n'étaient que 11 et aujourd'hui ils sont 636. Il y a une phrase d'ailleurs assez forte que disent ces associations qui ont fait ce calcul en disant des lobbyistes du tabac ne viendraient pas à une convention sur la santé et les marchands d'armes ne peuvent pas promouvoir leurs produits à une conférence pour la paix. On voit tout le paradoxe dans lequel on est aujourd'hui, mais si je vous ai invité, ce n'est pas pour parler du présent, mais plutôt du passé, même si l'histoire éclaire toujours le présent. Donc je propose que maintenant on rembobine un peu justement sur toute cette question de la connaissance sur le dérèglement climatique qu'on a depuis plus d'une cinquantaine d'années. Et donc en préparation de cet entretien, vous m'avez envoyé un court film pédagogique de Frank Capra sur le réchauffement climatique qui date de 1958. Man may be unwittingly changing the world's climate through the waste products of his civilization. Due to our release through factories and automobiles every year of more than 6 billion tons of carbon dioxide, which helps air absorb heat from the sun, our atmosphere seems to be getting warmer. This is bad. Well, it's been calculated a few degrees rise in the Earth's temperature would melt the polar ice caps. C'est vrai que peu de personnes réalisent que, en fait, on sait depuis potentiellement, même les années 50, qu'il y a un dérèglement climatique qui a un impact très important sur nos conditions de vie sur Terre. C'est quand même dingue de se dire qu'en 58, il y avait déjà un réalisateur célèbre qui faisait des films pédagogiques sur le climat, non? Ouais, mais c'est vrai que l'effet de serre est connu depuis le 19e siècle comme phénomène physique. Il y a un savant suédois, Arrhenius, qui en 1896 calcule que si on double la quantité de CO2 dans l'atmosphère, on aura plus 4 degrés. C'est à peu près ce que disent les scientifiques aujourd'hui. Donc les grandes bases de la physique du climat, on les a déjà depuis 130 ans finalement. La différence, c'est que Arrhenius s'inquiétait pas trop à l'époque. Il est en Suède, il voyait ça plutôt pour 1 ou 2 siècles. Et c'est dans les années 50 que les physiciens américains reprennent ces travaux sur l'effet de serre, mais avec une tonalité beaucoup plus inquiète. Et c'est des physiciens assez connus, ça peut être Revel, mais c'est aussi des grands physiciens nucléaires. Edward Teller, on le retrouve en 1959 au centenaire de l'industrie pétrolière américaine, l'American Petroleum Institute, qui célèbre le premier puits percé en 1859, et il leur fait un grand discours pour leur dire le réchauffement climatique, ça arrive,
et New York pourrait se retrouver gêné par la montée des océans. Et donc, effectivement, dans cette fin des années 50, il y a des initiatives internationales pour étudier la planète autour de l'année géophysique internationale, des collaborations internationales qui se constituent et la question du réchauffement climatique qui est déjà présente. Oui. Et donc, si on y va chronologiquement, dans votre tribune au Monde, d'ailleurs, vous expliquez que dès 1967, il y a les premiers modèles 3D du climat qui prévoient un réchauffement planétaire net de plus 0,5 degrés entre 1970 et l'an 2000, puis entre plus 2 et plus 4 degrés au cours du 21e siècle. À ce moment-là, dans les années 70, il y a aussi une synthèse du MIT qui dit que la Terre pourrait se réchauffer de 0,5 degrés d'ici l'an 2000 et 2 degrés au 21e siècle. Donc on est exactement dans ces prédictions-là aujourd'hui, puisque nous sommes au début, enfin au premier quart du 21e siècle et on est déjà à plus 1,1 degré de réchauffement et les scientifiques disent qu'il est très possible qu'on passe la barre des 1,5 degrés d'ici à 2030. Et ce que vous avez découvert dans vos recherches, c'est qu'au même moment qu'il y avait ces premiers modèles climatiques, il y avait aussi toutes les entreprises fossiles qui étaient elles-mêmes très au courant de ce qui était en train de se passer, donc du fait que leurs activités étaient responsables de ces émissions de gaz à effet de serre et donc du réchauffement climatique, et peut-être même encore plus que les politiques. C'est vrai que dans les années 60 jusqu'à 72, avec la conférence de Stockholm, qui est un peu le premier sommet de la Terre, il y a une montée en puissance des alertes environnementales de toutes sortes. Rachel Carson sur les pesticides, des questions de biodiversité, de déforestation, de pollution urbaine, le phénomène d'urbanisation qui est extrêmement rapide et qui fait qu'il y a une prise de conscience à différents niveaux sur les questions environnementales globales. Le premier jour de la Terre, il y avait 20 millions d'Américains dans les rues. C'est complètement dingue de se dire ça aujourd'hui, en fait. Oui, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas un mouvement de masse sur les questions écologiques, effectivement, à ce moment-là. Et du côté des sciences du climat, il y a vraiment plusieurs lignes qui tendent à converger. Il y a le fait qu'on mesure précisément dans une station dans le Pacifique, à Mauna Loa, depuis la fin des années 50, la montée du taux de CO2 dans l'atmosphère. Il y a également le service géologique des États-Unis qui observe que la calotte des pôles, et notamment du pôle Nord, est en train de fondre. Ils mesurent quelque chose de l'ordre de moins 12% en quelques décennies. Et ils disent qu'il y a une partie des côtes américaines qui sont menacées. Et donc tous ces éléments-là, on les a à la fin des années 60. On les retrouve dans des rapports publics. Par exemple, un rapport à la Maison-Blanche sur l'état de l'environnement en 65 à Johnson. Johnson écrit au Parlement pour en parler. L'American Petroleum Institute est au courant également de ce rapport. Le président de l'Institut l'envoie à toutes les sociétés pétrolières qui en sont membres. Et puis, on a la période de la marche vers la conférence de Stockholm en 72, qui se termine par 109 recommandations, dont 2 qui touchent le climat. Qui disent qu'il faut qu'on soit beaucoup plus vigilant, qu'on ait des mesures, qu'on fasse des recherches et qu'on veille à limiter les activités qui pourraient modifier le climat. Donc la combustion des énergies fossiles. Ah oui, si vous regardez dans le rapport au Club de Rome sur les limites de la croissance, il y a 1 ou 2 pages sur le réchauffement climatique, un peu hésitante, on ne sait pas encore bien si ça peut se réchauffer ou plutôt se refroidir parce qu'on en voit aussi des aérosols, des pollutions urbaines qui ont pour effet de bloquer les rayons du soleil. Et on n'a pas encore de forte hausse de température entre 1945 et 1975. Donc le réchauffement climatique que prédisent les modèles, on ne le voit pas encore. Et au contraire, on sait aussi qu'il y a des molécules qu'on envoie dans l'atmosphère qui peuvent refroidir. Donc, jusqu'au début des années 70, il y a aussi un scénario possible de refroidissement lié au sulfate de soufre et à d'autres pollutions industrielles et urbaines qui sont envoyées dans l'atmosphère. Donc, dans le rapport au Club de Rome, il y a une hésitation. Dans Only One Earth, qui est le gros rapport qui sort juste avant la conférence de Stockholm, mais vous trouvez aussi des tableaux avec la quantité de gaz à effet de serre et de CO2 qui sont émis chaque année aux États-Unis, dans le monde, depuis les années 50 et 60. On a parfaitement conscience qu'une grande partie du problème de l'effet de serre, c'est la combustion des énergies fossiles. Et Exxon finance, enfin des entreprises, des majors pétrolières comme Exxon financent elles-mêmes des études sur le changement climatique, donc sont parfaitement au courant de ce qui est en train de se passer. Oui, alors ça, c'est vraiment des choses que la recherche en histoire et du travail de journaliste a démontré dans les 10 dernières années.
parce qu'on l'avait un peu oublié. On pensait que c'était uniquement les scientifiques académiques dans leur laboratoire qui faisaient des recherches sur ces questions, puis ça éclairait le GIEC, et ensuite ça allait dans l'opinion publique, une espèce de modèle linéaire où on a la science pure qui nous descend vers la société comme ça. En fait, c'est plus compliqué que ça. Il y a tout un jeu d'acteurs dans la recherche. Il y a des industries qui ont des laboratoires industriels depuis un siècle et demi. Les grandes entreprises de chimie avaient des labos à la fin du 19e, et les entreprises du pétrole qui gagnent beaucoup d'argent dans les années 60-70, avec le choc pétrolier de 73, elles ont plein d'argent, elles ne savent pas quoi en faire, elles développent un portefeuille de recherche dans plein de directions, et on va les retrouver à financer de la recherche sur le cycle du carbone. Oui, il y a plus de carbone, mais est-ce que les océans et les forêts vont pouvoir capturer? Donc ça, c'est leur rêve. Ouais. Et donc, par exemple, Exxon, à la fin des années 70, ils équipent un de leurs tankers qui transporte le pétrole avec un petit labo qui mesure la quantité de dioxyde de carbone dans les océans, dans les airs, en espérant que le plancton va pouvoir absorber tout ça et que finalement, on va pouvoir se rassurer. Malheureusement, ces recherches-là qui sont faites à Exxon, à Ford, à General Motors, aboutissent à la fin des années 70 à la conclusion que non. Les forêts et les océans ne vont pas capturer tout ce qu'on émet. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les grandes compagnies sont parfaitement au courant, elles publient dans les grandes revues, elles ont plusieurs scientifiques dans leur labo qui travaillent là-dessus. Shell, par exemple, a comme conseiller scientifique James Lovelock, qui est le père de la théorie de Gaïa. Et au début des années 70, Lovelock reçoit des financements de Shell pour produire des rapports et des notes sur le réchauffement climatique. Et vers 70, il leur dit oui, il y a une augmentation des gaz à effet de serre, mais dans le cadre de sa théorie de Gaïa, il y a l'idée d'une autorégulation de la planète. Finalement, tout ça, c'est des grands cycles qui vont s'équilibrer. Les écolos, ils nous embêtent un peu, mais ils n'ont pas encore compris toute cette cybernétique de la planète. Et donc, James Lovelock et la théorie de Gaïa participent déjà à une forme de procrastination. On se rassure, on se dit, les grands cycles de la planète, ils pourvoiront. Donc effectivement, des années 70, il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'inquiétudes, et on cherche plein de choses pour se rassurer dans les milieux industriels et pour rassurer les décideurs, les scientifiques et l'opinion publique. On va y venir, mais alors justement, il y a donc tout juste un an, en octobre 2021, j'avais réalisé une vidéo sur votre étude que vous aviez sortie qui révélait que l'entreprise Total, donc à l'époque Elf et Total, savait depuis 1971 que ses activités étaient directement responsables du réchauffement climatique et donc avait contribué sciemment à la fabrique du doute et empêché toute forme de régulation de ces activités par des politiques climatiques. Et Benjamin Franta, qui a mené cette étude avec vous, a déclaré dans une interview que les dommages qui avaient été causés par l'industrie pétrolière pour retarder une action efficace pour le climat ont été énormes et auront des conséquences pendant des siècles, voire pour le reste de l'humanité. Est-ce que vous partagez son avis aujourd'hui sur cette idée, avant qu'on rentre dans le détail de pourquoi, du fait qu'on ait perdu 50 ans à cause de ces entreprises-là et que finalement, elles ont une responsabilité historique et que c'est gravissime ce qu'elles ont fait, quoi. Oui, alors Benjamin Franta n'est pas le seul à dire ça. Il y a par exemple Jacques Theiss, qui est un haut fonctionnaire du ministère de l'Environnement depuis sa création en 1971 et qui a écrit ça dans des articles sur de 40 ans de bilan ou 50 ans de bilan de politique environnementale en France. Et il souligne qu'il y a eu un moment à la fin des années 80, au début des années 90, on y reviendra sûrement plus tard, où il y a des décisions qui auraient pu être prises, qui ont failli être prises à pas grand-chose près, et où un certain nombre de tirs de barrage des industries fortement émettrices, comme les majors pétrolières, ou intensives en énergie, comme la sidérurgie, les ciments, etc., ont effectivement bloqué des décisions à une époque où ça aurait été facile. En 90, réduire les émissions de 20% jusqu'à 2005, c'était assez facile. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. La moitié de tout ce qui a été émis depuis la révolution industrielle en gaz à effet de serre, elle s'est faite depuis 92. Ouais. Donc ça aurait été beaucoup plus facile d'engager une bifurcation il y a 30 ans, lorsqu'on avait encore émis que la moitié de notre budget, que de le faire maintenant, où en fait on est quasiment, on a atteint le budget carbone pour les 1,5 degrés. Et donc on peut effectivement avoir quelques regrets ou quelques colères
vis-à-vis des intérêts qui nous ont empêchés de prendre une bifurcation qui aurait peut-être été plus douce que ce qui est devant nous maintenant. C'est dit gentiment, quelques regrets ou quelques colères. Et donc, en 1972, donc on en parlait tout à l'heure, au sommet de la Terre, il y a un peu ce moment où tous les dirigeants sont au courant, discutent du réchauffement climatique. Même en France, il y a des revues qui en parlent. Et pourtant, aujourd'hui, on voit bien là où on en est. On peut faire une différenciation, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le rôle des multinationales fossiles, dont on va parler, mais il y a aussi l'histoire qui a souvent rattrapé la lutte contre le dérèglement climatique. Alors là, je renvoie ici donc, au documentaire La bataille du climat. Il y a 50 ans que les scientifiques alertent. Nous avions prédit une augmentation des phénomènes extrêmes de sécheresse et de tempêtes. Pourquoi n'ont-ils pas été entendus? La majorité de la population a intérêt à ce que la transition se fasse, mais une minorité n'a pas intérêt. L'industrie pétrolière et gazière ont rejeté la science. Ils voulaient que je modifie mes déclarations pour que les effets climatiques apparaissent moins importants. Il y a un très beau documentaire qui a été fait par France Télévisions dans lequel vous êtes et qui raconte aussi comment est-ce que les revers de l'histoire parfois n'ont évidemment pas aidé, donc avec les différentes élections américaines, les chocs pétroliers, etc. Donc pour prendre les choses dans l'ordre, je vous propose qu'on suive les différentes étapes des stratégies des industries fossiles pour retarder l'action climatique. Donc il y a d'abord eu, même si parfois ça s'est mêlé évidemment, il y a d'abord eu la fabrique du doute, puis le lobbying. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est-ce que la stratégie du doute, elle voit le jour? À quel moment les industries fossiles se disent « Bon, ok, on sait qu'il y a un dérèglement climatique, on est au courant. Maintenant, il va falloir qu'on commence à finalement inventer une vérité alternative parce que sinon, on ne va pas pouvoir s'en sortir, on ne va pas pouvoir continuer à faire autant de profit, quoi. » Alors, c'est très compliqué parce qu'il y a des travaux aux États-Unis qui montrent que les stratégies de fabrique du doute et de public relations pour éviter les régulations, elles ont une histoire très longue. Dans le capitalisme américain, les débats sur le plomb dans l'essence, c'est les années 30, le smog, c'est les années 50, le tabac, c'est les années 50 et 60, et maintenant, on a des dizaines de travaux historiens qui montrent que les entreprises n'étaient pas des acteurs naïfs qui découvraient les problèmes, mais qu'elles les connaissaient et qu'elles employaient des scientifiques, des stratèges, des spécialistes de relations publiques pour essayer d'avoir une emprise sur ce que fait la recherche et ce que pense l'opinion publique et les journalistes, et qu'ils déployaient des stratégies extrêmement offensives pour continuer des activités polluantes. Il y a beaucoup de films qui montrent ça, comme Dark Waters, par exemple, ou d'autres. Le climat arrive un peu plus tard comme quelque chose d'extrêmement sérieux et problématique et médiatisé, mais il arrive finalement sur un fond où les entreprises ont déjà tout un répertoire, ont tout un ensemble de connaissances pour faire face aux alertes et aux contestations et aux régulations. Donc, est-ce qu'on peut dire que déjà, à la fin des années 60, au début des années 70, il y aurait de la fabrique du doute, ou est-ce qu'il y a malgré tout des vraies incertitudes encore à l'époque? Je vais laisser ce point un peu ouvert et dire, pour moi et pour pas mal d'historiens, là où ça commence à devenir caractérisé en termes de fabrique du doute, c'est la fin des années 70 et le début des années 80, parce qu'on a un rapport à l'Académie des sciences, qui s'appelle le rapport Charnay, qui est en 1979, qui prédit un réchauffement climatique de plusieurs degrés au XXIe siècle, qui fait largement consensus et qui va beaucoup inquiéter les pétroliers. L'American Petroleum Institute fait des réunions de crise après ce rapport en 1980. Oui, qui regroupe un peu toutes les grosses majors pétrolières. Et il existe une coalition de toutes les multinationales pétrolières publiques et privées. On va retrouver Aramco, Exxon, Elf, Total, Shell, BP, etc. dedans depuis 1974 pour être partie prenante à l'ONU dans le programme des Nations Unies. Et donc, elles se réunissent plusieurs fois par an dans leur board dans différentes villes du monde. Et en 1984, à Houston, au Texas, le scientifique en chef de Exxon prend un temps pour expliquer le réchauffement climatique à tous ses collègues. Alors, il y avait évidemment certaines grosses majors qui étaient déjà au courant, qui avaient leurs propres recherches, mais des plus petites comme Elf ou Total étaient beaucoup moins au courant. Et le directeur environnement de Elf que j'ai interviewé, Bernard Tramier, me dit « Oui, j'avais lu 3-4 trucs dans les années 70 sur le réchauffement, mais c'est vraiment à Houston que j'ai compris qu'il y avait un problème. Ça va se retrouver dans son rapport environnement de 1985. Et on peut dire qu'à partir de 84-86, toutes les principales compagnies pétrolières sont bien au courant,
elles échangent des informations et elles se mettent à échanger des stratégies. Et une des stratégies qui est mise en place à ce moment-là, dans un groupe de travail de l'IPIECA, donc c'est cette coalition des entreprises pétrolières auprès de l'ONU, on crée un groupe de travail sur l'effet de serre en 88, qui a 3 points stratégiques, dont le premier, c'est nous allons agiter, mettre en avant toutes les incertitudes pour retarder les prises de décision. À partir de là, moi, quand j'ai commencé mes recherches, il y a 3-4 ans, sur ces sujets, je me disais, les grands méchants, on se dit toujours en Europe, le grand méchant, c'est Trump et c'est pas nous. Le grand méchant, c'est Exxon et c'est pas Elf et Total. En plus, Elf, à l'époque, est une société nationale, c'est pas des gros capitalistes. Et donc, on peut se dire, finalement, on était plus vertueux que les autres. Alors, c'est vrai que Exxon, il va carrément lourdement dans le climato-négationnisme, a dépensé des millions de dollars, a contribué à créer la Global Climate Coalition en 1989, qui va faire un travail de sape aux États-Unis sur les projets d'écotaxe, sur la non-ratification du protocole de Kyoto, etc. Mais il se trouve que nos petites entreprises françaises et européennes ont fait partie de cette alliance autour de l'IPIECA pour mettre en place une stratégie du doute et du déni des certitudes qui étaient déjà là sur le réchauffement climatique. C'est d'ailleurs dans votre enquête sur Total, vous expliquez que, par exemple, dans la revue de Total, le directeur de l'environnement, Jean-Philippe Caruette, affirme qu'il n'existe aucune certitude sur l'impact des activités humaines, parmi lesquelles la combustion des énergies fossiles, et qu'au sommet de la Terre, il distribuait des dossiers aux dirigeants dans lequel il leur disait « Mais non, mais c'est terrible que le réchauffement de la Terre polarise toutes les attentions, donne lieu à des descriptions apocalyptiques de l'avenir, etc. » Et il y a aussi une autre note qui est sur la fabrique du doute, qui est assez glaçante, de l'American Petroleum Institute en 98, où ils disent que la victoire sera atteinte lorsque les citoyens moyens reconnaîtront qu'il y a des incertitudes sur le réchauffement climatique. Oui, alors voilà, c'est vrai que moi, dans mes recherches, j'ai trouvé plusieurs interventions publiques de ce type-là. On ne sait pas, c'est pas sûr, ne faisons rien tant que la science n'est pas certaine. Et des notes internes au sein de ELF de 92-93 pour dire oui, c'est ça qu'il faut faire. Agitons le doute, c'est notre stratégie. C'est vraiment caractérisé et ça se déroule 2-3 ans après le premier rapport du GIEC. Alors, c'est là où il faut être un peu précis, c'est que dans le premier rapport du GIEC de 1990, il y a 2 points principaux à retenir pour nous. Un qui est très certain et un qui est encore incertain. Alors, ce qui est encore incertain, c'est l'idée que la température qu'on observerait en 1990 serait déjà plus chaude que ce qu'elle aurait été sans l'effet de serre d'origine humaine. C'est ce que défend au Sénat James Hansen en 88. Il dit « Je suis certain que c'est déjà la responsabilité humaine si on a une canicule à l'été au Sénat américain à l'été 88. » Ce point-là n'est pas considéré comme certain en 90 dans le premier rapport du GIEC. Ils disent « On n'a pas encore la preuve statistique de la signature de l'origine humaine par rapport aux variations naturelles du climat. » Donc ça, c'est un point sur lequel le GIEC reconnaît une incertitude. Par contre, il y a un autre point sur lequel, dès le début du rapport, ils disent « Ce dont nous sommes certains, c'est que chaque décennie, nous allons prendre plus 0,3 degrés, avec une fourchette d'incertitude qui va de 0,2 à 0,5. » C'est-à-dire qu'en 90, le GIEC se dit certain que entre 90 et 2020, nous allons prendre 0,9 degrés. C'est à peu près ce qu'on a pris. Oui. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y avait des incertitudes en 90 et qu'on n'était pas sûr que le climat allait se réchauffer au XXIe siècle. De ce point de vue-là, le premier rapport du GIEC est catégorique. Et donc, d'agiter cette idée des incertitudes... Et sur les effets que ce réchauffement aurait, parce que c'est vrai que si on dit juste un réchauffement, les gens se disent très bien, mais en fait, c'est sur toute la multiplication des risques qui va avec, quoi. Oui, alors après, c'est vrai que les scénarios du climat n'étaient pas aussi, les modèles n'étaient pas aussi régionalisés, on n'avait pas une idée des impacts de façon aussi fine qu'aujourd'hui. Mais malgré tout, l'idée que quand le climat se réchauffe, ça modifie localement les climats, les régimes de mousson et la fonte des neiges, ça, et des glaces et des pôles. Donc ça, c'était des données physiques qu'on avait depuis longtemps. Donc voilà, en 90, on a malgré tout une communauté scientifique, il y a encore très peu de climato-sceptiques en plus, de gens financés pour dire le contraire, qui est archi sûr qu'on va prendre plusieurs degrés dans le scénario business as usual
en 2020, en 2030, en 2040, en 2050. Et on a ces entreprises pétrolières, y compris les françaises, qui multiplient des interventions pour dire « mais non, c'est pas si sûr, c'est pas si grave, on n'est pas tout à fait sûr que c'est d'origine humaine, ne faisons rien avant d'avoir la certitude ». Et la certitude, c'est par rapport à la première incertitude dont je vous ai parlé. Ils mélangent les deux incertitudes dans un discours qui sert juste à dire « ne faisons rien tant qu'on n'a pas la deuxième résolue, la deuxième incertitude, alors qu'on a déjà une première certitude dans le rapport. » Mais finalement, quand on observe, parce qu'on sait qu'en fait, il y a eu des scientifiques qui ont été payés pour minimiser les choses, etc., que tout ça a aussi eu un retentissement médiatique, parce qu'il y a une bataille médiatique qui s'est créée. Et c'est vrai qu'en regardant toute cette histoire-là, on ne peut pas s'empêcher de se demander si cette stratégie, elle n'a pas encore des impacts sur la perception du changement climatique aujourd'hui. Et quand on voit, par exemple, à quel point aussi elle a été offensive aux États-Unis, et qu'on sait que, par exemple, il y a une étude qui a montré, par exemple, en 2018, que la population américaine, elle a tendance à être moins inquiète du changement climatique que celle du reste du monde. On a quand même un président ouvertement climato-sceptique, Donald Trump, qui a été élu en 2016, ou même en France, qu'il y a encore une grande partie de la population, 39% de la population, qui doute encore du fait que le réchauffement climatique soit d'origine humaine. Alors que ça, c'est prouvé, affirmé et remartelé par le GIEC dans son dernier rapport. C'est clair que cette stratégie de fabrique du doute des années 88 aux années 90, elle a eu des effets énormes. Elle a bloqué des régulations qui étaient en train d'être prises, qui étaient posées sur la table. Donc si on en est là aujourd'hui, ça s'explique en partie par ce moment-là où une stratégie de fabrique du doute a été déployée à un moment clé où se négociait la Convention climat qui est adoptée à Rio en 92. Donc c'est dans un moment clé pour bloquer un certain nombre d'un début de politique climatique qui aurait pu émerger. Donc ça a déjà eu cet impact. Après, ça a eu un impact, je pense, sur le GIEC lui-même, c'est-à-dire qu'à force d'être attaqué au bazooka par des groupes et des scientifiques climato-sceptiques. C'est ce qui s'est passé lorsque, dans le deuxième rapport du GIEC en 96, justement le GIEC résout la première incertitude de son premier rapport de 90 et dit « ça y est, on a la preuve statistique de la signature humaine ». Il y a une publi qui sort au même moment, scientifique, et le chapitre 8 du GIEC dit « ça y est, on a la détection, maintenant on est archi sûr que le climat qu'on observe aujourd'hui est plus chaud ». Alors ils n'étaient pas sûrs à 100%, parce que c'est dans leur dernier rapport qu'ils disent 100%. Oui, non, mais ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont de plus en plus sûrs, mais voilà. Et quand ce chapitre 8 sort, il y a un des tirs de bazooka, l'auteur de la publication, Ben Santer, se fait attaquer sur les réseaux. Il y a vraiment des millions de dollars qui ont été dépensés pour essayer de tirer à vue sur ce point-là, parce que justement, c'était le point qui disait maintenant, agir, c'est plus du principe de précaution. C'est vraiment indispensable. Oui, et donc je pense la trace que ça laisse, c'est qu'aujourd'hui, le GIEC, les scientifiques du GIEC sont beaucoup plus prudents, beaucoup plus conservateurs, et n'osent pas dire les scénarios finalement qui sont les plus probables et qu'il faudrait maintenant prendre en compte, qui sont des scénarios du pire pour certains d'entre eux. Et c'est ce qui fait qu'il y a un certain nombre de publications qui vont beaucoup plus loin que le GIEC dans les grandes revues internationales. Et c'est ce qui fait qu'il y a des scientifiques qui se sentent aussi le besoin de rentrer en rébellion dans des formes d'interpellation de l'opinion publique, parce qu'ils ont l'impression que finalement le GIEC ne représente plus l'état de la science d'aujourd'hui. Et à la fois, moi, je suis alarmée aussi des commentaires sur les réseaux sociaux de nombre de personnes qui me disent que le GIEC est idéologique, que c'est un lobby politique, vraiment qui essaient de décrédibiliser par tous les moyens le GIEC parce qu'ils ne veulent pas entendre leurs conclusions, en fait. Et ça, moi, je trouve ça encore très, très présent. Oui, alors c'est lié aussi à la particularité du GIEC. Ami Dahan, que vous avez reçu, a beaucoup travaillé là-dessus. C'est-à-dire que lorsqu'a été créé le GIEC en 1988, l'idée, c'est qu'on ne peut pas entraîner le monde entier si on n'a que des scientifiques américains qui sont les grands spécialistes du climat. Et donc, il faut enclencher un processus international qui fait que chacun va se sentir concerné. On va promouvoir la montée en formation et en compétences de scientifiques de tous les pays qui vont se mettre à participer aux travaux. Et on va autoriser les représentants des États à coécrire le résumé pour les décideurs. Donc, il y a la partie du rapport qui est entièrement scientifique, et puis il y a un résumé qui est l'objet de tractations et de batailles politiques qui durent des nuits, et ce qui fait que le GIEC est un objet hybride de dialogue et de mobilisation réciproque entre le champ scientifique et le champ politique. Ça ne veut pas dire que les rapports du GIEC ne sont pas scientifiques.
C'est simplement qu'il y a un mécanisme d'interface qui a été créé pour essayer d'enclencher une dynamique internationale. Ce qui est assez fou, pour terminer sur cette fabrique du doute, c'est que on voit en fait que les éléments de langage qui ont été développés dès les années 90 pour aussi essayer de tirer à vue sur toutes les mesures un peu climatiques ambitieuses, ce sont des éléments de langage qu'on peut réentendre aujourd'hui. C'est notamment Elf qui expliquait que l'écologie détruisait les emplois ou que c'était les consommateurs qui allaient payer le prix des politiques climatiques, etc. Donc on voit en fait là aussi qu'il y a encore qu'il y a des résurgences de tous ces éléments qui sont encore utilisés parce qu'ils sont efficaces en fait malheureusement aussi. Première stratégie, c'est de nier le phénomène. Une fois que le phénomène ne peut plus être nié, on est obligé d'ouvrir d'autres stratégies. Et les entreprises pétrolières européennes sont obligées de basculer au milieu des années 90. Elles ne peuvent plus assumer le climato-négationnisme pur et dur de Exxon, qui marche encore aux États-Unis, on le voit bien dans la moitié de l'électorat de Trump, effectivement, jusqu'à aujourd'hui. Mais en Europe, on a des sociétés beaucoup plus éduquées scientifiquement et conscientes des enjeux écologiques, ce qui fait qu'à l'approche de Kyoto, en 97, Elf, Total, BP et Shell vont se désolidariser progressivement de la ligne dure climato-négationniste et reconnaître le deuxième rapport du GIEC. Et là, effectivement, on va voir émerger de nouveaux arguments pour ralentir l'action malgré tout. Un premier argument, ça peut être de dire oui, nous reconnaissons le constat du GIEC, mais c'est nous qui avons les meilleures solutions. Le GIEC a le diagnostic, mais nous avons les solutions. Les solutions, c'est le progrès technologique. Les solutions, c'est les engagements volontaires. Et on ne veut surtout pas des politiques publiques. On ne veut surtout pas des régulations. On ne veut surtout pas des quotas. Et on ne veut surtout pas des taxes. Laissez-nous faire. Maintenant, on a bien entendu qu'il y a un problème. Mais laissez-nous faire. Nous sommes les meilleurs pour le régler. Ouais, c'est ça. Nous sommes la solution. Donc ça, c'est vraiment le basculement des années 90 pour les sociétés pétrolières européennes et qui continue à fonctionner aujourd'hui. Après, il y a aussi l'idée qui est présente d'ailleurs dès les années 70. Lorsqu'il y a des débats sur l'effet de serre, beaucoup de pro-nucléaires s'en emparent. Des physiciens, des cadres d'EDF disent oui, le réchauffement climatique, c'est un problème sérieux, mais c'est pour une 50aine d'années. D'ici là, en bon ingénieur technocrate français, on maîtrisera le nucléaire, on aura géré la question des déchets, parce qu'ils sont conscients qu'ils ne savent pas encore quoi faire des déchets à l'époque. Mais dans 50 ans, finalement, il y aura une montée progressive de l'énergie nucléaire qui aura rendu inutile toute lutte contre l'effet de serre. Donc il y a une sorte de transition au nucléaire régulière. La elle seule va nous sauver, on va trouver des techniques de captation de CO2, etc. Et qui se disent, on a confiance en l'avenir, quoi. Ou de considérer que le gaz serait une énergie de transition, qu'on ne peut pas s'en passer, que ceux qui veulent aller plus vite sont des grands utopistes qui n'ont rien compris. Ça renvoie à cette idée que la grande entreprise pétrolière, Patrick Pouyanné, est la personne qui est la plus raisonnable dans ce qu'est la bonne transition à faire de façon raisonnable, sans perdre trop d'argent, sans être utopiste, nous faire rentrer dans une décroissance, etc. Et donc, l'idée d'une transition en bon ordre, à long terme, c'est aussi une façon de contrôler le futur, de déterminer qui a le droit de changer les choses à quel rythme. Et donc, toute une partie du discours de la transition a été capturée avant même que les ONG s'en emparent. Dans les années 80, Exxon parle de transition progressive avec un peu de nucléaire, un peu de solaire, en disant oui, bien sûr, dans 50 ans, nous ne vendrons plus d'énergie fossile. On voit bien que le discours actuel, qui est celui de Total sur ce point-là, était celui d'Exxon dans les années 80 et que la promesse n'a pas été tenue. Et donc justement, pour revenir sur ce que vous avez évoqué plusieurs fois, sur les stratégies qui ont été mises en place de lobbying pour empêcher un peu ce moment charnière qu'il y a eu au début des années 90, au milieu des années 90, on disait, bon là, il y aurait pu y avoir vraiment des grandes actions assez fortes qui auraient pu vraiment infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Et bon, à l'époque, on ne parlait pas trop de biodiversité d'ailleurs, mais voilà. Et comment est-ce que, en fait, ces entreprises fossiles, elles ont réussi à faire en sorte que on se dise, bon, bah, alors, on va mettre en place un objectif ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20% de 1990 à 2005 à Kyoto.
et qu'on passe de ça à non, en fait, on va juste réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 5% et puis on va rien faire de contraignant. Aux États-Unis, c'est quelque chose d'assez radical, avec un discours extrêmement offensif, des spots publicitaires dans les années 90, 2000 encore, pour dire le changement climatique n'existe pas, on vous ment. En Europe, le point qui me paraît la bataille qui est la plus importante à comprendre, parce qu'effectivement, on a perdu 40 ans, c'est la bataille de l'écotaxe, qui est proposée par la Commission européenne en 88, 89. La France y est favorable en 89-90, à l'époque où c'est Brice Lalonde qui est le ministre de l'Environnement, Michel Rocard qui est Premier ministre. Ce tandem pousse un certain volontarisme environnemental à l'échelle planétaire. Des enjeux. Dans un de vos articles, vous écrivez qu'après qu'il ait participé à une conférence sur le climat à Toronto, il explique qu'à son retour, il a décidé qu'avec son équipe, la totalité de la politique française de l'environnement allait être sous l'égide de la lutte contre le changement climatique et que c'était la cause numéro 1. Et on est en 1988. C'est dingue quand même. Ouais. Oui, Brice Lalonde est un environnementaliste avec une vision planétaire des choses depuis les années 70, et donc il a porté ça, il a convaincu Michel Rocard de le faire. Il y a quand même 2 éléments qui peuvent expliquer ça si on regarde un peu plus large. Le premier, c'est que la France avait fait exploser le Rainbow Warrior, elle était vraiment la mauvaise élève au plan international, et Michel Rocard voulait un petit peu modifier cette image, et on est en train de se dire c'est la fin de la guerre froide, toute une partie de la diplomatie et de la géopolitique passe par les questions environnementales, ce serait peut-être bien que la France soit présente, et qu'autour de la question environnementale, on ait des choses à dire, qu'on puisse faire des alliances avec les pays du Sud, et donc on ne peut plus être climato-sceptique ou ne plus du tout se préoccuper de ces questions-là et être le mauvais élève international comme la France l'avait été avec les essais nucléaires. Mais malgré tout, c'est la première fois que la question climatique monte vraiment à l'agenda gouvernemental avec des beaux discours de Rocard, de Mitterrand, des propositions de la France au plan international qui sont tout à fait intéressantes. Et il y a une deuxième phase. Quand Rocard part, on a Cresson puis Bérégovoy, et au ministère de l'Industrie arrive Dominique Strauss-Kahn en 91, et finalement, par rapport au volontarisme de 88-90, on va voir en 91-92 une sorte de renoncement, et le projet d'écotaxe qui était au départ poussé par la France va être sabordé par Dominique Strauss-Kahn en mai 92, juste avant la conférence de Rio. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de pression des milieux industriels français, du nucléaire et des énergies fossiles, qu'il y a un colloque du CNPF 2 mois avant Rio pour faire barrage au projet d'écotaxe. Et donc là, Elf et Total sont aussi proactifs dans cette... En fait, à l'époque, le président de la commission environnement du CNPF, donc le MEDEF, c'était Michel Pecker, qui était le vice-président d'Elf, et qui donc était l'ancien même PDG d'Elf dans les années 80. Donc on peut voir, disons, la présence du lobby pétrolier dans le CNPF à l'époque. La France, en Conseil des ministres, Conseil européen de l'industrie, en mai 92, bloque le projet d'écotaxe, qui était pourtant très bien parti et presque consensuel. Il y avait encore quelques résistances du côté de l'industrie du charbon allemande et puis des Britanniques, mais on y était presque. Et le choc est tellement fort que le commissaire européen, Ripa-Di-Meana, va démissionner. Il est tellement furieux de ce poignard dans le dos qu'il démissionne 2 semaines avant Rio, et que l'Europe se retrouve à Rio sans commissaire à l'environnement. Alors qu'elle voulait jouer un rôle de leadership sur les questions environnementales mondiales contre George Bush, qui à l'époque avait juste dit « on va défendre le mode de vie américain ». Finalement, l'Europe n'a plus aucune autorité à Rio, et ça va aussi faire réviser la convention climatique à la baisse, parce que l'Europe n'est plus là pour porter, pour pousser fort, quoi. Et donc cette bataille de l'écotaxe en France entre 91 et 92, elle est assez cruciale, et là encore, il faudrait regarder en détail qui a fait quoi, quelles sont les responsabilités. Mais on sait que les industriels fossiles ont joué un rôle important à ce moment-là pour empêcher en gros, c'est 3 grandes mesures un peu systémiques qui auraient pu être prises, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20%, la mise en place d'une autorité mondiale sur les questions de climat et l'écotaxe. Oui, dans les documents internes, après Rio, on voit en conseil d'administration, dans des notes internes du directeur de la stratégie de Elf, on se félicite
Finalement, on a évité des mesures trop contraignantes. Et ce monsieur, le numéro 2 d'Elf à l'époque, Francis Giraud, dit « c'est grâce à nous, grâce à notre lobbying, on a super bien joué le coup ». Alors, il exagère sans doute son rôle, mais malgré tout, il revendique... Parce que dans leurs documents internes, même avant, on pouvait voir, il commence à parler de taxes et il va falloir qu'on fasse tout pour les en empêcher, etc. Donc, il y avait déjà Effectivement, dans un document qui est discuté en comité exécutif d'Elf en 86, cette question-là de comment on va se défendre par rapport au projet de régulation est posée. Et le comité exécutif, c'est tous les grands chefs de l'entreprise. C'est au plus haut niveau que, dès 86, on s'organise pour faire face aux timides politiques climatiques qui sont en train d'émerger. Alors finalement, on pourrait se dire qu'aujourd'hui, les choses n'ont pas tant changé que ça. C'est ça qui est un petit peu déprimant, parce que Total, par exemple, continue d'avoir des nouveaux projets fossiles en toute impunité. Aujourd'hui, il y a 425 bombes climatiques dans le monde, donc des projets d'énergie fossile qui peuvent émettre jusqu'à 1 milliard de tonnes de CO2. Donc c'est à peu près 2 fois ce qui nous reste en termes de budget de CO2 pour garder une température à peu près, une augmentation de température qui soit à peu près gérable, on va dire. On voit que les propositions de la Convention citoyenne pour le climat ont été en partie détricotées par les lobbies, que les lobbyistes fossiles sont de plus en plus présents aux négociations internationales. Est-ce que tout ça, ça veut dire qu'on n'a rien appris des leçons de l'histoire, en fait ? En tout cas, ça veut dire que le problème n'est plus un problème de connaissances scientifiques. Si tant est qu'il l'a été à une certaine époque, on en sait largement assez pour faire beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, ça soulève toute la question des institutions, de l'organisation de notre société. Comment ça se fait qu'on a un super processus de démocratie participative avec une convention citoyenne, avec des citoyens lambda qui, pour certains, n'étaient pas du tout écolos, qui pouvaient voter Rassemblement National, etc. Et il suffit qu'ils bossent plusieurs week-ends ensemble et qu'ils s'approprient les sujets pour faire, 1 an après, des propositions incroyablement plus ambitieuses que nos élites politiques. En fait, voilà, moi, je trouve que ce qui se passe, c'est que la modernité industrielle depuis 2 siècles, c'est raconter le mythe selon lequel la Terre est immobile, c'est une ressource et un décor, et nous, les sociétés, nous marchons vers le progrès, vers l'histoire, nous sommes dynamiques. Donc, la Terre est statique et les sociétés humaines sont dynamiques. Ça fait partie des mythes du progrès que notre modernité s'est racontée. Or, depuis 20, 30, 40 ans, ce mythe est complètement réfuté. La Terre va plus vite que nous, le climat change plus vite que la capacité de nos institutions et de nos élites à s'y adapter, à y répondre correctement. Donc on a une situation où les phénomènes dits naturels sont plus évolutifs que notre système politique et notre organisation sociale. Donc en fait, c'est ça qu'il faut penser maintenant, c'est comment on peut non pas seulement transitionner, mais bouleverser, bifurquer, révolutionner ces structures avec des asymétries énormes entre les riches et les pauvres, avec des dominations entre différents territoires. Si on ne s'attaque pas à tous ces problèmes structurels, on n'arrivera jamais à changer assez vite. Alors la question qu'on peut se poser par rapport à tout ce qu'on a exposé, c'est d'une certaine manière, comment est-ce que ces multinationales fossiles peuvent aussi porter cette responsabilité ? Est-ce qu'on peut les mettre face à leurs responsabilités aujourd'hui et les empêcher de mettre impunément nos vies en danger, ou même de payer pour ce qu'elles ont fait avant et pour cette responsabilité historique aussi ? Alors il y a d'un côté les confrontations qui ont pu avoir lieu. Donc on peut penser par exemple en 2019 à Alexandria Ocasio-Cortez qui confrontait 2 scientifiques de Exxon et qui leur faisait avouer qu'en fait, dès 1982, ils avaient prédit tous les modèles climatiques actuels. So in 1982, Exxon accurately, 1982, 7 years before I was even born, Exxon accurately predicted that by this year, 2019, the Earth would hit a carbon dioxide concentration of 415 parts per million and a temperature increase of 1 degree Celsius. Dr. Hoffert, is that correct? We were excellent scientists. Yes, you were. Yes, you were. So they knew.
Mais il y a aussi les procès, il y a de plus en plus d'actions climatiques. Est-ce que, Total d'ailleurs est en ce moment attaqué pour inaction climatique, est-ce que pour vous, ces procès ont une utilité? Est-ce qu'ils peuvent servir à quelque chose? Je pense que oui, c'est-à-dire que ces procès arrivent dans un contexte où l'opinion publique, les mouvements écolos ont l'impression que d'autres voies n'ont pas fonctionné. C'est-à-dire la réforme institutionnelle, avoir des ministres écolos au gouvernement, ça avance pas beaucoup. Les manifs climat ont retombé avec le Covid, et donc on est un peu désemparé, on manque de stratégie, on sait pas quoi faire. Et dans cette période-là, un peu de découragement, sont apparues des procédures judiciaires. Et donc ça donne de l'espoir, ça ouvre une nouvelle stratégie, mais qui est plutôt une réponse à l'échec des tentatives antérieures. Et puis ce que je trouve intéressant, c'est que le discours de ces multinationales consiste à dire « oui, maintenant on a bien compris, laissez-nous faire, faites-nous confiance, on a les solutions, etc. » Mais en fait, on n'est pas obligé de fonctionner sur cette logique-là, dans laquelle les grandes multinationales et leurs actionnaires, les 1% de la planète, ont des richesses incroyables. On voit même avec la guerre en Ukraine que les multinationales fossiles en Europe ont fait des profits records, profitent en fait de ces moments-là. Voilà, on ne peut pas dire c'est la fatalité. C'est elles qui ont de l'argent, donc c'est elles qui peuvent investir dans la transition, donc travaillons avec elles. Ça nous briderait, en fait, ça nous empêcherait des capacités de changement, parce qu'il y a toute une série d'outils pour faire bifurquer des entreprises. On n'est pas juste obligé de leur donner les clés et de les laisser s'en mettre plein les poches. Il y a, au début du XXe siècle, aux États-Unis, les lois antitrust. On a complètement démantelé, réorganisé des entreprises, on les a empêchées de s'agrandir de diverses façons. Et dans les années d'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu les nationalisations. Donc il existe des outils collectifs qui peuvent être éventuellement plus efficaces que l'autocontrôle des grandes multinationales qui fonctionnent surtout dans des logiques d'enrichissement de leurs actionnaires. Et donc, rien que de libérer l'imagination en se disant « Ah, mais quels seraient les outils? Est-ce qu'un juge peut obliger une entreprise à réduire ses émissions ?» Comme ça s'est passé sur Shell aux Pays-Bas, c'est intéressant. Voilà. Faut savoir qu'il y a à peu près 1600 procès climatiques des plaintes qui ont été déposées dans le monde, donc c'est effectivement un phénomène assez global. Ce que je trouve intéressant, c'est que, voilà, par exemple, il y a des villes aux États-Unis qui vont avoir des coûts d'adaptation très importants. À New York, en cas d'inondation, c'est le métro, des installations électriques. À Charleston, c'est dans le sud des États-Unis, c'est au bord de la mer, il y a des risques également de montée des eaux. Tout ça, ça va coûter des millions ou des milliards pour s'adapter, pour faire monter des digues, déplacer des installations, les protéger. Et donc, ces villes se retournent vers les compagnies pétrolières en disant « puisque il y a 30 ans, vous nous avez ralenti dans notre orientation vers la mitigation, réduire les émissions. Maintenant que nous, on a des coûts, c'est à vous de payer. » Et du coup, ça amène le juge à devoir trancher dans ces procès. Est-ce que les entreprises savaient et depuis quand? Et est-ce qu'elles ont déployé des stratégies pour bloquer les politiques de mitigation? Et tout ce travail-là d'établissement de la vérité de la part des juges est vraiment intéressant parce qu'il y a des choses auxquelles nous, historiens, on n'avait pas accès. Et qui sortent maintenant, qu'on retrouve en ligne. On retrouve en ligne un rapport de Exxon de 1978 avec un graphe qui prédit qu'on va prendre plus 3 degrés en 2050 et qui dit ça de façon tout à fait certaine. Et donc, on apprend beaucoup de choses et on comprend mieux la stratégie de ces entreprises à mesure que ces documents internes sont révélés. Et d'ailleurs, je pense que politiquement, c'est intéressant et que même intellectuellement, ça nous permet d'en apprendre plus sur notre histoire et comment on en est arrivé là, et que ce n'est pas inutile aussi pour éclairer l'opinion publique. Mais d'ailleurs, il y a la ville de New York sur un autre registre qui a porté plainte en avril 2022 contre donc les grandes compagnies pétrolières ExxonMobil, Royal Dutch, Shell et BP, en les accusant de tromper les consommateurs en exagérant leurs investissements dans les énergies propres. Donc ça, c'est un autre registre parce que c'est sur le présent.
mais ça les met aussi face à elles-mêmes. Est-ce que vous pensez que tous ces procès-là face aux majors pétrolières, ça peut être c'est un peu une sorte de dernier recours qui peut donner quelque chose, c'est-à-dire obtenir réparation, ou est-ce que ça va simplement permettre d'établir la vérité? C'est difficile de prédire l'avenir, hein, mais... Non, mais je pense qu'il ne faut pas négliger les voies judiciaires dans les luttes, mais on ne peut pas compter uniquement là-dessus parce que les systèmes juridiques sont liés à des asymétries, des dominations structurelles qui ne vont pas se changer comme ça. C'est un peu comme si, pour l'abolition de l'esclavage, on avait espéré uniquement sur les procès et qu'on n'avait pas compté sur les révoltes d'esclaves, les fuites, ceux qui vont se cacher, qui marronnent sur la révolution à Haïti. Pour l'abolition de l'esclavage, il a fallu tout ça. Ouais. C'est-à-dire, il a fallu des révoltes, des massacres, des guerres d'émancipation, des marrons qui viennent tuer des planteurs, malheureusement, et des réseaux de solidarité pour cacher les esclaves d'Amérique, des États-Unis du Sud vers les États-Unis du Nord, et la guerre de sécession et du droit. Et il faut tout à la fois pour une transformation sociale, malheureusement, d'imaginer que uniquement la prise de conscience et uniquement le droit suffiront. Je pense qu'on a suffisamment de leçons de l'histoire pour se dire que ça suffit pas. C'est-à-dire que la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, elle a combiné à la fois du travail citoyen, de boycott, par exemple, et des luttes et des sabotages de la part de l'ANC. Oui. Andreas Malm parle aujourd'hui justement Enfin, il a un livre qui s'appelle « Comment saboter un pipeline » et de cette nécessité un jour d'en venir aussi à de la violence, en tout cas de la dégradation matérielle, quoi, et d'aller saboter des pipelines. En tout cas, ça serait dommage de penser, après avoir cru que la science allait nous convaincre de changer les choses et que ça allait nous faire changer de trajectoire, maintenant de croire que ce serait le droit et les batailles juridiques qui vont y suffire à cette bifurcation. Est-ce que vous pensez que l'impunité des multinationales fossiles, elle peut advenir... Enfin, la fin de l'impunité des multinationales fossiles peut advenir de notre vivant? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je pense, c'est que tout système politique a un début et une fin, c'est une construction sociale. Même l'Empire romain s'est écroulé. Le capitalisme, avec tout un système juridique qui est assez déresponsabilisant, la SARL, Société Anonyme à Responsabilité Limitée, permet de déresponsabiliser. Le fait qu'une grande entreprise pétrolière comme Total a 1000 structures juridiques différentes dans différents pays qui fait qu'on a du mal à s'en saisir et que c'est un pouvoir souverain en tant que tel qu'il est très difficile pour un peuple ou un pays de reprendre un pouvoir face à ces grandes multinationales. Oui, il faut prendre conscience de cette asymétrie, de cette énorme puissance de ces grandes entreprises, mais je pense que, comme tout système, il est possible de le détricoter, que l'histoire peut nous donner des bonnes surprises. Voilà. Je ne sais pas si ce sera de notre vivant. Merci beaucoup, Christophe Bonneuil, d'être venu sur Blast. Merci. C'est la fin de cet entretien. J'espère qu'il vous a aidé à comprendre ce qui se joue dans la bataille du climat depuis 50 ans et le rôle qu'y ont joué les multinationales fossiles. Comme à chaque fois, je vous mets plein de liens de documentaires et articles pour aller plus loin en description de cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux pour qu'elle touche un maximum de personnes. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche pour voir toutes nos nouvelles vidéos dès leur sortie. Blast est un média indépendant qui n'est pas financé par les multinationales fossiles, mais par les citoyennes et les citoyens. Et nous avons besoin de vous. Alors si vous le pouvez, prenez un moment pour faire un don ou vous abonner sur blast-info.fr. À très vite sur Blast.